Mandataires, dont Pascal Marc, pour ne pas le nommer, sont en train d'arriver. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Tu peux aller les chercher, s'il te plaît? Merci. Et je demanderai que pour la compréhension de l'intervention de Marc, qu'il y ait un peu de silence dans la salle et surtout à l'arrière de la salle, où les gens ne sont pas très... hein, je dis ça, je dis rien, et je vise personne. Vas-y, c'est bon. Ok. Bon, eh bien, écoutez, merci. Voilà. Le silence se dépose doucement parmi nous. Les anges passent. Bref, on va poursuivre le programme. Dans notre dernière intervention avant débat, dédicace et puis aussi repas. Donc ça va un peu mort, on va finir je pense vers midi, midi et quart, c'est juste pour vous prévenir, hein, vu qu'on a un peu de retard sur le programme tel qu'il était prévu. Marc, merci d'être venu, merci d'aller au-delà du jet lag par rapport à la distance et aux horaires un peu décalés dont tu es. Donc, qui parmi vous connaît Marc Saint-Germain? À peu près la moitié. Qui parmi vous ont lu un ou plusieurs ouvrages de Marc? Beaucoup moins. Mais en tout cas, il en a quelques-uns. Super. Ça te permet comme ça de situer au niveau du public ceux qui connaissent son travail ou pas. Et donc Marc, ancien directeur du MUFON Québec et Canada. Donc le MUFON est parmi nous, mais cette fois il vient d'ailleurs. Et puis surtout, ça va être un autre accent chantant au niveau de la langue. Tu vas nous présenter la mise à jour de l'enquête et du cas de l'OVNI de la place Bonaventure. Et tu es aussi auteur, j'ai vu qu'il y avait encore quelques ouvrages qui sont par là, du projet Magnette et des enfants de Sylvie. Je crois que il reste encore des ouvrages ou tu as tout rendu? Ben, ceux qu'on avait amenés hier, je crois qu'il n'y en avait plus. Je ne sais pas d'où ils sont sortis ceux-là. À moins que Gianni, je ne sais pas d'où ça vient. Mais moi, je n'avais plus. Ok. Alors, les derniers sont arrivés. C'est bon pour toi, Marc? On y va? Donc, ben oui. Une demi-heure de présentation et puis on va enchaîner sur les questions du public comme d'habitude. Présentation, c'est pas une heure. Tu as une heure avec les temps questions-réponses avec le public. Donc okay, 40 bon. minutes de présentation. Voilà. Merci. Mais tu pourras continuer à présenter des choses dans les réponses. Ok, c'est bon? Vous êtes prêts? Prêts et prêtes? L'école. Bonjour tout le monde. Puis merci d'être venu en si grand nombre. C'est le fun de voir ça, bien organisé aussi. En premier lieu, j'aimerais dire un gros merci à Gianni pour l'invitation, puis Jean-Louis et tous les bénévoles qui sont impliqués là-dedans. Parce que ça prend des gens là, derrière tout ça, une organisation comme ça. C'est des gens qui font ça parce qu'ils croient. Là, je ne vais pas dire le mot cause, mais parce que ça fait un peu bon. Bon, excusez. En premier, je vais me présenter. Marc Saint-Germain, puis là, les gens me demandent « Ah, Saint-Germain, le comte de Saint-Germain, Maître Saint-Germain. » Non, Saint-Germain, c'est mon nom de famille. Ça n'a rien à voir. C'est tout. Et j'ai fait des petites recherches généalogiques et c'est de Bordeaux, Saint-Germain de Bordeaux, pour ceux qui veulent le savoir. Mais depuis le temps, j'ai un petit peu perdu l'accent. OK, ça c'est pour mon nom. Pour le reste, mon implication en ufologie, ça commence à la fin des années 90. Parce que j'avais des amis très près de moi, un couple d'amis, qui eux vivaient des choses. Puis j'avais entendu ça par l'intermédiaire d'un autre ami, mais lui c'est un petit farceur, il me disait hey, as-tu entendu l'histoire de Marie-France? Elle se fait enlever par des extraterrestres. Et moi je suis parti à rire comme un malade, là. J'ai dit t'es-tu malade? Mais lui, il aimait ça faire des farces. Il dit non, c'est vrai, tu lui demanderas. Là, je trouvais ça, j'ai dit, il se paie ma gueule complètement, ce gars-là. Non, je vais lui demander. Puis là, ça l'a resté
dans ma tête pendant un certain temps, puis après ça, la curiosité m'a emporté. Puis j'ai dit, un jour, je vais lui demander. Mais entre-temps, j'avais commencé à m'impliquer un peu dans l'ufologie. Ça, c'est après avoir écrit un premier livre. Ce qui est bizarre, c'était... Excusez l'accent, là. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que ce premier livre-là, le but était pas de m'informer sur les ovnis ou quoi que ce soit, c'était sur les origines de l'humanité. J'avais fait une étude comparée des mythes, et ça m'avait pris 10 ans de recherche et de compilation de données pour arriver aux conclusions, oui, que toutes les anciennes traditions du monde disent, ben, nous, notre civilisation a été implantée ici par des dieux qui sont venus de loin. Puis aujourd'hui, on entend ça, cette histoire-là, puis là, les gens disent, ah ouais, toute qu'une histoire. Mais quand partout dans le monde, ils rapportent la même chose, peut-être qu'il y a quelque chose sous ça. C'est certain que les anthropologues vont dire que ça, c'est des mythes. Puis là, des fois, on va parler de structuralisme, on va dire, l'être humain a une structure de pensée toute pareille. Donc, c'est normal qu'on ait des mythes qui se ressemblent. Mais ça, personnellement, je ne crois pas que ça soit ça la réponse. Je crois qu'ils ont vraiment vécu ce qu'ils disent qu'ils ont vécu au niveau de nos origines. Et puis, ça m'a vraiment intrigué, surtout quand là, j'ai commencé à lire des choses qui venaient des Mayas Quichés d'Amérique du Sud. Puis là, il explique, OK, nos premiers ancêtres, eux autres, c'était des êtres formés, des êtres créés. Puis là, il répète quelques fois, pour être sûr que tu comprennes bien, il dit, ils viennent pas de l'union d'un homme et d'une femme. Puis là, il parle qu'ils viennent d'une matrice. Là, c'était quelque chose, là, personnellement, tu sais, pour commencer à intégrer cette information-là, même si je suis très ouvert d'esprit à un moment donné, tu sais, tu as tes limites. Puis dans ce domaine-là, il faut que tu sois prête à toujours remettre en question ta réalité, tout ce que tu perçois des choses, ou ce que tu as appris même, tu peux remettre tout ça en question. Puis après ça, quand tu commences à partager cette information-là, hey, wow, t'es en train de dériver un petit peu, excusez. Parce que là, lui me dit, t'as juste une demi-heure, puis après ça, on pose des questions. Donc, on n'a pas 2 heures, c'est ça. Je vais me calmer un peu sur cette histoire-là. Parce que là, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire-là de l'OVNI de la place Bonaventure? Soyez pas gênés. Oui, c'est bon, tant mieux. Mais là, vous allez être un petit peu plus informés. Parce que c'est bien beau les ovnis, mais les ovnis, oui, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Ce que j'ai aimé hier de Sylvain Mathis dans sa présentation, c'est quand il a dit « Tu as une réponse, puis après ça, tu as 10 questions, puis il y avait une dame que ça l'a énervé un petit peu. Puis j'ai vu qu'elle n'était pas contente de ça. Mais là, madame, ici, l'ufologie, il n'y a pas des certitudes là-dedans. Tu es certain d'une affaire en ufologie, c'est que tu n'es jamais certain de rien. C'est sûr que ça peut devenir frustrant. Tu avances en terrain inconnu, donc c'est normal d'aller à tâtons un petit peu. Tu avances dans l'inconnu là-dedans, donc tu n'as pas de certitude, tu n'es jamais sûr de rien. C'est ce qui fait que il faut toujours être prêt à se remettre en question aussi. Ce qu'on pense croire de la réalité des choses, autant sur nos origines que sur plusieurs autres choses. Je ne vais pas commencer à énumérer chacune parce que j'ai pas grand temps, excusez. Donc, une chance que ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça à cause qu'un couple d'amis vivait des enlèvements. Donc, vu que notre ami Éric Barouillet, il a ouvert la porte aux enlèvements, on peut en parler, vous avez de l'air assez réchauffé, pas de problème avec ça. On y va. Parce que là, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, check bien ça.
Un gars apprend à se débrouiller à Londres. Ah ouais, non? Ben oui. Donc, c'est le soir du 7 novembre 1990. Plusieurs personnes ont observé, là je dirais pas un phénomène, on va carrément dire un ovni stationnaire. Mais non, ça bougeait pas, ça s'est pas déplacé au début. Au-dessus du toit de l'hôtel Hilton de la place Bonaventure. Puis ça, on voit ça, vous voyez, vers la droite un peu, vous voyez, c'est marqué Hilton. Ça, c'est l'hôtel. C'est au-dessus du toit de l'hôtel, il y a une piscine. C'est là que ça a commencé, cette histoire-là. Donc, c'est ça ici. On voit comment la presse a couvert l'événement. Parce que des journalistes, du journal La Presse, ont été sur place. Puis la photo qu'on voit, c'est un des journalistes qui a pris cette photo-là. C'est sûr qu'on ne voit pas grand-chose, mais inquiétez-vous pas de ça. Il y en a qui ont vu très bien ce qui se passait. Ils ont vu que c'était pas des réflexions comme on a essayé de dire aux gens. Non, il n'y a rien là. Ici, on voit un extrait du rapport de police de la ville de Montréal. Tu sais, on voit ici, en haut, c'était caviardé. Le premier témoin. Puis finalement, à cause du numéro de téléphone, j'ai été capable de savoir c'était qui ça. C'était Albert Sterling qui était le directeur adjoint de la sécurité de l'hôtel. Puis on voit aussi, il dit, lui était avisé par 2 baigneurs, 2 personnes dans la piscine. Puis ça, que je suis tombé là-dessus, cette information-là, dans le rapport de police de la ville de Montréal, j'étais très content parce que, à un moment donné, vous allez voir, pendant qu'on a fait l'enquête, quand on fait une enquête, c'est pour ça, des fois, ça peut être frustrant pour les gens, là, ils voient que tu enquêtes sur les choses, il va avoir des réponses tout de suite, mais non. On ne peut pas donner des réponses tout de suite, parce qu'après ça, comment tu peux confirmer que la personne a dit « Ah, moi j'étais là », puis là, elle commence à te raconter ce qu'elle a entendu dans les médias, quoi que ce soit. C'est pour ça que quand on fait une enquête, on essaie de donner le moins d'informations. Mais non, pas comme ça. On donne l'information, mais pas le moins possible. On donne l'information, mais pas des détails. Certains détails, on les garde. Pour justement, parce qu'après coup, c'est ces détails-là qui permet d'authentifier les témoignages. Wow. Donc, c'est lui, Albert Sterling, qui a contacté la police. Ça aussi, c'est écrit dans le rapport. Puis ça, j'ai été chanceux de l'avoir parce qu'après ça, quand tu fais des demandes d'accès à l'information pour les documents sur ce cas-là, mais j'ai essayé pas mal toutes les différentes instances qui ont enquêté sur cette histoire-là, les instances officielles, je parle. La Ville de Montréal, la GRC, puis la Sûreté du Québec. Puis les documents, je les ai pas eus de eux, je les ai eus par d'autres personnes qui avaient été capables de... Ils connaissaient quelqu'un qui est à l'interne. Puis là, parce qu'il faut que tu sois très, très spécifique dans ta demande. Il faut que tu aies le numéro du rapport exact. Sinon, ils vont te balader comme ils ont fait avec moi. Ils ont dit « Ah ben nous, on n'a rien là en lien avec ta demande. » Puis là, après ça, là, ils disent « Attends un petit peu, peut-être que finalement... » Puis quand ils reviennent plus tard, non, ils n'ont rien. Puis là, ils te font perdre des mois de temps. Comme ça. Et là, je ne vais pas lire tout ça. Je vais faire un résumé assez rapide de cette histoire-là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, oui, il y a eu des témoins sur le toit de l'hôtel. Puis c'est les témoins, après ça, qui ont été contactés par différents enquêteurs. Puis là, ça l'a construit le cas comme ça. Vous allez voir que c'est un peu différent du rapport de police. Là, ils disent, une touriste américaine voit l'OVNI à partir de la piscine de l'hôtel et avise Lynn Saint-Pierre qu'elle, c'était
la gardienne lifeguard. Tu sais, un lifeguard là, en français. Maître nageur. Oui, c'est ça. Maître nageuse, on va dire, c'est une femme. Mais dans la réalité, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Finalement, il y avait 2 baignards, puis elle était pas là, l'Américaine est arrivée par après, parce que quand on regarde les heures, 19h15, ça a commencé un peu avant ça. Ça a commencé, je pense, c'est plus vers 6h30, 18h30, 18h45. C'est là que ça a vraiment commencé, les 2 baigneurs de la piscine. Je vais vous expliquer comment que je suis venu parler avec un des 2 baigneurs, qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Donc, ça, c'est le rapport qui a été fait en 92, donc 2 ans après l'événement. Heinz Guinnett, il y en a un des 2, c'est un spécialiste de l'optique de la NASA. L'autre, c'est un homme d'affaires de Montréal qui a été témoin de l'observation de chez lui, près du Vieux-Montréal. Puis ça, Bernard Guénette, à un moment donné, un de mes enquêteurs, il est allé le rencontrer, puis lui, il était un petit peu choqué de voir qu'il avait été... Mais cet enquêteur-là, il était quand même assez exceptionnel. Il était vraiment acharné. Il voulait vraiment aller au bout de cette histoire-là. Puis là, il m'a surpris. Il était capable de le trouver. Puis là, il l'a interrogé. Puis là, Bernard Guénette était un petit peu énervé. Il a dit ça. Il dit, c'est un cas d'enlèvement de masse. Il dit, pourquoi t'enquêtes là-dessus? Il dit, arrête. Touche pas à ça, en voulant dire. Puis Heinz, ben lui, il est intéressé par les ovnis, même s'il était avec la NASA. Puis, donc, ils se sont associés ensemble pour faire ce rapport-là. Parce que déjà, à l'époque, le lendemain de l'observation, déjà, le Journal de Montréal, eux, l'article qu'ils ont fait, c'était un peu pour discréditer la thèse d'un objet solide. Ils disaient, non, c'était... Au début, c'était... Non, on va avancer. Donc, c'est ça. À gauche, complètement, c'est l'article de la presse. Eux, les journalistes, étaient sur place de la presse, tandis que le Journal de Montréal, non. Donc, ceux qui étaient sur place, eux savaient que ça n'avait rien à voir avec un phénomène naturel. Donc, au début, on disait, ah, c'est des aurores boréales. Dernièrement, il y en a eu, je ne sais pas s'il y en a eu jusqu'ici. Oui. Bon. Donc, vous savez que c'est quoi? Non, ça n'avait rien à voir. Donc, c'est ça ce que je disais. Ils ont traité l'incident comme une simple méprise d'un phénomène naturel. Ils ne voulaient donc pas que ça soit un ovni. Donc, au départ, on disait que c'était une aurore boréale, mais quand ils ont vu que les gens ne mordaient pas à ça, il fallait trouver d'autres choses. Parce que ça ne faisait pas de sens. L'explication de l'aurore boréale, ça ne faisait pas de sens. Donc, OK, on va y aller avec d'autres choses. Ah, les lumières de la piscine, ah oui, probablement, c'est la forme que ça a, que ça projette dans les nuages. Puis plus tard, on arrivera avec l'explication du casino de Montréal. Puis moi, pourquoi je pense pas que c'est ça du tout? Parce que on regarde ici, le casino de Montréal, c'est un bâtiment qui date de 1967 pour l'Expo de Montréal. L'Expo, c'était le pavillon de la France à l'époque. Puis après ça, ils l'ont rénové. Puis il a été inauguré en 93, le casino. Mais là, ça marchait pas mal. Puis là, après ça, ils ont eu de l'argent pour continuer à faire plus de travaux. Puis c'était jusqu'en 2013 que c'est devenu comme une espèce de bâtiment super illuminé. Donc, on voit au niveau des dates là, que ça ne fonctionne pas vraiment parce que les lumières comme ça, c'était pas là en 90. C'est venu par la suite. Donc, moi, je suis prêt à accepter des thèses différentes, mais en autant que ça fait du sens. Puis ça faisait pas de sens. C'est pour ça que c'est important d'écouter les témoins. Puis là, on a tout mis ça de côté, on dit, ah, les témoins.
les témoins racontent n'importe quoi, c'est un phénomène naturel de réflexion. Puis après ça, vu que ça faisait pas, cette explication-là, on est arrivé avec des piliers lumineux zénithaux. Eh oui. Puis ça non plus, ça n'a rien à voir. Parce que pour avoir ce phénomène-là, ça prend des conditions. Il faut que certaines conditions soient réunies. Puis à ce moment-là, c'était pas vraiment ça. Puis en plus, les témoignages parlent de faisceaux horizontaux et non pas de faisceaux verticaux. Non, c'est pour ça que ça non plus. Puis c'est même dans le rapport de police de la Ville de Montréal, puis dans le rapport de police de la GRC aussi. Sauf que dans le rapport de la GRC, c'est la Gendarmerie royale du Canada. Je sais que ça vous parle, parce qu'ici, quand vous dites police, c'est la gendarmerie, ouais. Puis, à un moment donné, ils sont arrivés, OK, ça devait être le stade olympique, ben oui. Parce que ça s'est déplacé vers l'est, puis il y a des témoins qui ont vu ça, puis ont commencé à parler, on a vu ça passer. Donc, on devait trouver une explication logique pour ça. Mais même ça, ça fait pas de sens non plus. Parce que quand tu prends le temps d'écouter les témoins comme il faut. Donc ça, c'est quand le rapport est sorti en 92. Quand le rapport Heinz-Guénotte est sorti en 92, eux, ils sont arrivés à la conclusion que c'était vraiment un objet solide. Ça, c'était en lien avec l'analyse qu'ils avaient faite de 2 photos, puis des témoignages oculaires qui étaient là. Donc, l'évidence d'un grand objet volant, silant et hautement inhabituel est incontestable, en voulant dire que c'est ça qui est ça, puis c'est pas des phénomènes naturels. Donc, moi, en 2015, je suis devenu directeur de MUFON Québec. Puis ça m'intriguait de cette histoire-là de l'OVNI de la place Bonaventure, parce que je trouvais qu'on n'avait pas tout dit là-dessus. Puis les témoignages contredisaient un petit peu l'explication des phénomènes naturels. Donc, à titre de directeur provincial, j'ai assigné l'enquête à un enquêteur. J'ai dit, tu vas enquêter juste là-dessus, cette histoire-là. Tu vas lâcher toutes les autres enquêtes que tu fais, tu vas juste enquêter sur cette enquête-là. Puis là, j'ai dit, en premier, tu vas contacter les enquêteurs de l'époque, parce qu'il y avait des enquêteurs dans ce temps-là. Il y avait François Bourbeau, puis il y avait aussi le commandant Masson de la police de Montréal qui lui a enquêté là-dessus. Donc, Zino, au début, a enquêté, puis là, il a contacté Masson. Il était capable, par un contact de la police, il était capable de lui parler au téléphone. Puis là, c'était drôle un peu, parce que c'est certain que quand tu fais une recherche rapide sur l'OVNI de la place Bonaventure, ça t'amène toujours vers des méprises. Puis là, il était là, puis il disait, vous, pensez-vous que c'était une méprise? Ben, il était un petit peu fatigué d'entendre ça. Il dit là, Zino, tu vas m'écouter. Il dit, moi, je sais qu'est-ce que j'ai vu. Puis c'était pas une méprise, c'était vraiment un objet. Puis il dit, c'était très, très grand. C'est un commandant de police qui parle, je veux dire. Il n'y a rien à gagner à commencer à raconter des histoires. Puis c'est certain que même lui, malgré son statut, on a essayé de le discréditer. Et puis là, il disait dans son témoignage parce que les autres voulaient donc savoir qu'est-ce qui se passait, parce qu'ils ont fini par appeler le NORAD, qui est le regroupement pour la protection du ciel de l'Amérique du Nord. Puis la base de Bagotville est associée à ce Bagotville, c'est au nord du Québec, c'est au Saguenay. Puis il aurait envoyé 2 chasseurs F-18
sur les lieux, puis il y en a qui les ont entendus, les F-18. Bon, je ferai pas du son, mais... Tu le fais bien. Ouais. Puis même ça, c'est sujet à controverse, parce que après ça, quand je vous ai parlé de l'autre enquêteur, Philippe, qui avait enquêté, lui, il avait appelé, il avait contacté la base de Bagotville, puis il les lâchait pas. Eux, ils ont dit, écoute, nous autres, on peut pas rien dire, on peut pas rien te donner, on n'a rien. Ils voulaient vraiment pas donner d'informations sur cette histoire-là. Ils n'ont pas dit qu'il n'y avait rien, mais ils ont dit, on peut pas rien te donner. Comme hier, il y en a qui disaient, secret défense, quelque chose comme ça. Mais le rendu là. Donc, dans le déroulement de l'enquête, Emilio Zino a été allé rencontrer François Bourbeau. Il y en a qui ne le connaissent pas. C'est un ufologue québécois assez spécial. Des fois, lui, ça ne le dérange pas que tout le monde l'haïsse. Excusez. C'était trop facile. Puis des fois, il peut être assez arrogant. Je pense qu'Éric Zurka, il sait de quoi je parle. Mais tant mieux, c'est drôle. Parce que quand il a donné sa conférence, je vous dis que c'était pas drôle. C'est moi qui organisais ça à ce moment-là. Puis là, lui est arrivé que finalement, l'OVNI de la place Bonaventure, c'était lui arrivé avec une nouveauté. C'était les réflexions du casino. Et là, je vais vous dire, il y avait quelqu'un qui était assis en avant de la salle, s'est levé carré. Il a dit non! C'était pas des réflexions, j'étais là, je le sais. Puis il commence à s'engueuler les deux, lui puis Bourbeau. Waouh, c'était beau. Là, j'ai dû intervenir parce que c'est pas agréable pour les gens, là. Donc, je suis intervenu, là, j'ai parlé au monsieur, j'ai dit, écoutez, monsieur, calmez-vous. On va le laisser terminer sa présentation, s'il vous plaît. Puis après ça, j'irai vous voir, je vais écouter ce que vous avez à dire. Puis c'est ce que j'ai fait. Après ça, j'ai fait une entrevue avec Monsieur M, on va l'appeler. Puis lui, c'est ça, c'était un des deux baigneurs qui était dans la piscine. C'est pour ça que je vous ai dit, quand j'étais content d'avoir vu dans le fameux rapport de police de Montréal qu'il y avait deux baigneurs. Puis là, j'ai dit, ouais, était où l'Américain? Il disait, t'es pas là, il est arrivé après. C'est eux autres qui étaient là en premier. Donc, ça confirme un petit peu son témoignage, le fait que c'était dans le rapport de police de Montréal. Puis l'autre baigneur, maintenant, je crois savoir c'est qui, mais on peut pas en parler. C'est pas secret défense, ça, c'est plus. C'est autre chose. Je pense que c'est pire que ça. Puis lui, l'autre baigneur, c'était son ami, il a dit là, même quand il est venu à la présentation, il a dit, si tu parles, il dit, moi, je vais faire une poursuite contre toi. Parce que l'autre, c'est un personnage assez connu, puis il ne veut pas être associé à ça du tout. Mais moi, je sais c'est qui. Gianni, elle veut savoir. Et toi, t'es curieux, Gianni. Tu peux nous dire qui c'est, même si tu changes le prénom? Non, moi, il y a des curieux dans la salle. Je vais vous donner un indice. C'est un ufologue québécois. Nommez pas de nom, puis je ne vais pas dire oui ou non. C'est-tu lui? C'est-tu lui? En tout cas, c'est pas François Bourbeau, ça, c'est... Ça aurait pu. Donc, ce témoignage-là, c'était très, très intéressant. Parce que lui, il est arrivé, il me dit, là, nous... Puis là, il m'explique un peu son observation. Parce qu'il était dans la piscine après ça, ils ont sorti, ils ont été prendre une douche, puis là, ils sont remontés sur le toit de l'hôtel pour continuer à voir l'observation. Il dit là, il y avait plein de monde déjà. Il dit, il y avait une 50aine de personnes, tout le monde regardait ça.
Puis il dit, on était tous fixés là-dessus, on était comme hypnotisés par l'observation. Il dit, tout le monde regardait. Il fixait l'objet. Il dit, il aurait pu avoir une fanfare à côté. Tu sais, comme le groupe d'hier qui faisait de la musique. Il dit, je n'aurais même pas eu connaissance parce que, il dit, j'étais absorbé par l'observation. Puis il dit, après ça, après un certain temps, il dit, il a commencé à avoir beaucoup de nuages. Puis l'objet était moins visible. Parce que oui, il y avait des nuages à un moment donné. C'est pour ça que la thèse des réflexions revient beaucoup. Sauf que la thèse des réflexions, moi, logiquement, je pensais que on aurait dû voir arriver ça graduellement à mesure que les nuages arrivent ou se placent. Si ça avait été une réflexion, on aurait vu ça tranquillement arriver. Ce qui est arrivé, c'est le contraire. Eux étaient dans la piscine. Puis lui, comment il était placé, il dit, là, j'ai vu ça arriver du nord. Une grosse lumière qui s'en venait vers nous autres. Là, il a dit à son ami, il dit, ah, regarde ça. Puis là, ils ont vu ça arriver jusqu'à temps que ça se stationne au-dessus d'eux. Donc, il l'a vu arriver, ce qui fait que la thèse des réflexions, c'est un peu moins bon à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y en a qui ont tenté par la suite de discréditer son témoignage. Parce que lui, là, après ça, il m'explique, il dit, parce que moi, comme enquêteur, c'est important, le timing, je veux savoir à quelle heure est arrivé ça. Puis là, c'est là que j'ai su que lui, c'était avant l'autre, l'Américain qui était là vers 7h15, 19h15, lui, c'était avant ça. Puis quand on regarde les rapports météo, on voit que les nuages, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à arriver. Donc là, il me dit, nous, après ça, on est descendu en bas. Là, j'ai dit, ouais, il est à quelle heure? Il dit, il était probablement, il dit, je sais pas, peut-être vers 10h, quelque chose comme ça. Il dit, on est descendu en bas, non pas en bas, vers leur chambre. Oui, c'est ça en bas parce qu'ils étaient sur le toit. Ils sont descendus vers leur chambre, ils ont pris l'ascenseur. Mais elle dit, on est arrivé, il était, je pense qu'il était une affaire comme, en tout cas, c'était 6 heures après. Je veux dire, quand tu prends l'ascenseur, là, ça prend pas 6 heures de rentrer à ta chambre. Il était 6 heures plus tard. Il dit, on le voyait sur l'appareil, le cadran de la chambre. Puis ils ont regardé nos montres, puis c'était à la même heure. Puis lui, il travaillait ce matin-là. Il dit, j'ai pas le temps de niaiser, il faut que j'aille travailler. Puis là, ils ont parlé entre eux, qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette histoire-là? Ils ont dit, non, on n'en parle pas. Ils ne voulaient pas en parler parce que déjà à l'époque, c'était un peu tabou. Surtout de dire que là, il te manque du temps. Il te manque 6 heures, là, ça ne marche pas l'affaire. Il dit, on pensait que c'est cette affaire-là qui avait changé quelque chose dans le temps. Mais comme on dit, c'est plutôt ça, c'est du temps manquant. Mais il s'est passé des choses, là. Pendant ce temps manquant-là, Xavier est là, puis il me regarde. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Ça fait partie, vous savez, des questions après une réponse, là, comme Sylvain disait, ça fait partie des nombreuses questions qu'on se pose après. Oui, tu as une réponse, mais après ça, tu en as des questions. Mais tu ne vas pas répondre à toutes. Pas tout de suite, en tout cas. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Zino, il a quitté le MUFON parce que là, il s'est, on va dire, tombé en amour, mais il est plutôt tombé d'admiration devant François Bourbeau. Puis là, il s'est associé avec lui pour essayer de commencer à développer une émission radio qui n'a pas vraiment fonctionné. Puis là, c'est là que j'ai demandé à un autre enquêteur de reprendre le cas. Cet enquêteur-là, c'était lui, Philippe. Puis c'est un enquêteur acharné. Hein. Vraiment, il m'a un petit peu surpris. Puis
tellement, il est allé vite dans cette histoire-là. Il a rapidement compris que les réflexions, la thèse de réflexion, c'était du pipeau. Puis après ça, il a fait faire une reproduction à partir des témoignages qu'il avait entendus. Puis on voit les faisceaux, c'est horizontaux. Et il a rencontré un nouveau témoin. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a plusieurs témoins. Mais ils n'ont pas tous la même histoire. Comme lui, Danny, c'est la même chose. Je l'ai rencontré dernièrement. Puis Danny, il dit, c'est ça, on était dans un parc dans l'est de Montréal avec des amis. Il était 7. Il n'était pas seul. Il était plusieurs. Puis là, eux autres, ils voyaient ça au-dessus du centre-ville. Cette espèce de grosse chose lumineuse-là. Puis ça s'est envenu vers eux, dans l'est. Donc, ça fait un autre témoin qui dit que l'objet s'est déplacé vers l'est. Et non, c'était pas le stade olympique qui se promenait dans les airs, là, quand même. Ni une réflexion de ça. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait après? Il dit, moi, j'ai parti en courant jusqu'à chez moi, puis là, j'ai cogné à la porte comme un malade parce que j'avais peur. Mais c'est certain. Puis il dit, sa mère a ouvert, puis là, quand sa mère a ouvert la porte, là, il a demandé, il dit, check ça, regarde ça, regarde ça. Puis là, elle a sorti de la brasure de la porte. Puis elle l'a vu aussi. Elle était témoin. Il dit, mais là, il dit, c'était rendu au-dessus de chez nous. Puis le problème, là, j'ai dit, ouais, OK. Puis le lendemain matin, quand c'était réveillé, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, ça, c'est ça. Là, il se rappelle pas de rien, ou presque. Ça a pris plusieurs années après, avant que ça revienne à son esprit. Puis ça, c'est commun chez les abductés qui vont vivre un événement, puis même le lendemain matin, ils vont pas s'en rappeler. Ils vont faire leurs choses, leur petite routine habituelle, puis c'est comme c'est sorti de leur esprit complètement. Lui et ses amis, c'est la même chose. Il n'y a plus personne qui se rappelait de rien. Ça a pris des années avant que ça revienne. Puis des fois, c'est des éléments déclencheurs qui vont faire que ça va revenir tranquillement. Donc, ça a pris plusieurs années. Puis ce qui est intéressant, c'est ça, que lui, en plus, là, on dit qu'il y a du temps manquant parce que dans son histoire, à un moment donné, c'est ça, il se rappelle pas d'être parti aller se coucher, mais il s'est levé le matin, donc il a bien dû aller se coucher à un moment donné. Ça, il n'y a aucun souvenir de ça. Et un autre indicateur d'enlèvement, c'est les rêves récurrents. Donc, ces indicateurs d'enlèvement, c'est temps manquant, observation d'OVNI, c'est ça, pas d'OVNI. C'est difficile, tu vas te faire embarquer dans quoi? Les rêves récurrents. Ça, c'est une autre chose que j'avais déjà partagé, puis là, j'hésite à partager parce que c'est des détails que, après ça, quand tu entends d'autres témoins te raconter, puis là, tu te poses la question, est-ce que lui a vu ma présentation? Puis là, après ça, il rajoute ça dans son histoire. Puis les rêves récurrents, finalement, c'est pas vraiment des rêves, c'est l'événement, mais qui est au niveau du subconscient. C'est pour ça que ça donne l'impression que c'est un rêve pour la personne. C'est un rêve, mais c'est pas un rêve. Mais c'est quoi? C'est ça, c'est un souvenir, mais qui est sous des couches. Puis c'est ça, dans son rêve, il dit, il a vu les êtres, puis il m'a fait une description des êtres, puis j'ai un autre témoin qui a fait la même description des mêmes êtres. Et c'est cette information-là que je ne voulais pas partager. Ce que je veux juste vous dire, c'était pas qui? C'était pas les petits gris. Parce que les autres, ils ont le dos large. Tout le monde dit, ah, les petits gris. Mais c'était pas eux, c'était pas les reptiliens non plus. C'était un autre gang. Puis eux autres, à ce qui paraît, sont à la zone 51. Tu parles d'une affaire. Mais pour eux autres, je pense que c'est pas tellement loin, même si c'est une affaire comme 4-5 000 km de où ce qu'on est.
Puis après ça, Philippe il a continué à faire son enquête. Puis là, il parlait à tout le monde. Il disait, moi, je suis enquêteur du MUFON. Puis là, les gens vont dire, OK, je vais te raconter une histoire. Puis à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui a raconté une histoire. Puis comment je l'ai su, cette histoire-là, c'est parce qu'à un moment donné, on s'en allait aux archives à Ottawa pour faire de la recherche documentaire. Puis sur le chemin entre Montréal et Ottawa, c'est quelques heures. On avait du temps de parler en masse, c'est 2 heures. On avait du temps pour parler en masse, puis là, on commence à se raconter toutes sortes d'histoires d'enquête. Puis là, il me raconte ça, il dit, j'avais un témoin, puis il me disait que lui, c'était à Montréal, puis il dit, il était dans un vaisseau, puis il voyait Montréal à partir des airs. Mais il l'a pas cru. J'ai dit là, j'ai dit, demande-dis donc, c'était à quelle date à peu près? Là, il a réalisé que ça avait probablement rapport avec l'OVNI de la place Bonaventure, finalement. Je n'étais pas obligé de le croire, mais écoute son histoire, puis demande de l'information. Puis là, le gars, il a seulement dit, il dit, je sais qu'il y avait une game du Canadien Boston, une joute de hockey. Puis c'est pour ça que j'ai mis le journal, la presse, parce qu'on voit qu'effectivement, la veille, il y avait une joute des Bruins et des Canadiens. Malheureusement, les Canadiens avaient perdu. Bon. Puis ça, c'est un petit détail que ça vient confirmer un peu que le gars... Tu sais, parce que ça remonte, là, déjà à l'époque, ça faisait plus que 20 ans, en tout cas. Puis des fois, le souvenir, ça peut être difficile. Puis lui, il se rappelait de ça. Il dit, c'était cette soirée-là, il y avait une joute Canadien Bruins. Puis ça, quand il a trouvé ça, cet article-là, aux archives, il était très content, il était surexcité. Il m'a mis ça d'en face, il a dit, regarde ça, regarde ça. Donc, ça venait confirmer le témoignage de cet individu-là. Puis en même temps, c'est une petite leçon qu'avant de rejeter de l'information, attends, prends l'information, puis t'attendras plus tard pour voir qu'est-ce que tu fais avec. Je peux bien parler, ça m'est déjà arrivé aussi, la même chose, moi, vous allez voir plus loin. C'était le récit de Jocelyne. Attendez un peu. Ça aussi, c'est un témoignage qu'elle, quand elle me racontait ça, j'avais de la misère à croire à ça. J'avais laissé ça de côté longtemps. Puis après ça, j'ai dit, peut-être que finalement, ça a rapport. Parce qu'elle, ce qu'elle expliquait, et c'est à ce moment-là que j'utilise le terme d'agent dormant. C'est quoi un agent dormant en ufologie? C'est quelqu'un qui vit des choses de nature ufologique, mais assez intense, et vient se faire chercher quelquefois. Puis il fait un travail pour eux, pour les entités qui viennent le chercher. Il fait un travail, mais il n'y a aucun souvenir, donc c'est l'espion idéal. C'est pour ça que la CIA, quand ils ont vu qu'il y avait certaines entités qui étaient capables de faire ça, ils ont dit, nous autres aussi, on en veut de ça. Donc, eux autres, la CIA ont démarré le projet MK Ultra pour faire ce type d'agent-là, que l'agent va avoir sa vie de tous les jours, mais en même temps, il y a d'autres personnalités en lui qui vont être déclenchées avec des éléments. Ça peut être un mot de passe n'importe quoi. Donc, tu es un fermier, puis ou à un moment donné, tu peux être un assassin ou whatever. Un agent dormant, c'est quelqu'un... Ils ont été capables de faire plusieurs personnalités à l'intérieur de cette personne-là, puis elle n'a même pas connaissance. Elle a. C'est vraiment... C'est séparé les uns des autres. Donc, Jocelyne, c'est un peu ça. Parce que quand elle a commencé à me raconter ses histoires, elle aussi, c'est un élément déclencheur qu'elle a fait. Qu'elle a commencé à se rappeler de certaines choses. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'était des souvenirs conscients. Il n'y a pas eu besoin d'hypnose avec elle. Mais en même temps, présentement, on n'a jamais fait d'hypnose pour les cas de l'OVNI de la place Bonaventure. Je ne pense pas qu'on est prêt pour ça. Parce que ces gens-là, on dirait qu'ils ont subi un traumatisme assez profond. Puis il y a des gros blocages, juste d'en parler de ce qu'ils ont vécu. Comme Danny, quand j'ai fait une entrevue avec lui,
Après l'entrevue, il était tout en sueur, il était super nerveux, puis il n'était pas à l'aise. Puis ça aussi, ça peut être, on appelle ça des inductions post-hypnose. Dans le fond, c'est comme, on lui a mis dans la tête que c'est pas bien de parler de ça, tu gardes ça pour toi. C'est un peu ça qui est l'idée. Plus que 10 minutes avant les questions du public, Marc. OK, merci. C'est bien. Donc, ici, on voit la place Bonaventure à gauche, puis en haut, c'est le palais des congrès. Il y a une passerelle. Là, on voit la passerelle dans le milieu de l'image. Elle dit, il y avait plein de gens qui étaient là, qui attendaient. Puis nous, on était plusieurs, on les entourait. Puis eux, ils ont fait monter dans l'OVNI à partir de là. Dans un OVNI. Elle dit, tout le monde montait. Mais ce qu'elle avait raconté au début de son témoignage, c'est que en premier, il était venu la chercher chez elle. C'est là qu'elle m'avait donné la description des autres qui était la même que Danny, qui voyait dans ses rêves récurrents. Elle dit, il ressemblait à ça, OK. Hein, ça vous agace, hein, de pas ça? Moi, ça m'amuse, excusez. Donc, c'est ça. C'est pas toujours les petits gris qui sont derrière les enlèvements. Là, c'était des humains. Ça pourrait être vous. Ou votre voisin. Non, je ne veux pas vous faire paranoïer non plus. Ou Jean-Louis. Ah, c'est sûr. Plus Pascal Marc, je pense. Lui, je ne le trosse pas. Non. OK, un petit peu plus sérieux. Revenons au sérieux. Je ne vais pas tout vous lire ça, je vais vous l'expliquer ce que c'est. Le BGE, ça, c'est un outil de calcul quantitatif, parce qu'on arrive avec un pourcentage après ça. C'est basé sur différents paramètres. C'est pour voir comment un cas est sérieux ou valide. Donc, puis vu qu'on multiplie tous les différents facteurs entre eux, s'il y en a un qui est à 0, le cas tombe à 0. Donc, un des facteurs, c'est les témoins. Puis tu sais, quand tu vois passer des choses sur Internet, une photo, une vidéo, puis tu sais pas c'est qui le témoin, puis tu n'as pas moyen de lui parler, ton cas, il vaut rien. Excusez, mais c'est ça. Parce que souvent, les gens vont dire, ah, telle vidéo, c'est vrai, mais comment tu veux que je le sache? Ça prend le témoin. Puis ça, c'est un élément clé pour calculer ça. Puis après ça, il y a d'autres paramètres qui font que ça devient un peu plus pointu, le calcul. Puis dans le manuel du MUFON, ils sont arrivés avec 12,5% pour dire qu'un cas, ça a du bon sens. Bon, comment ils sont arrivés à 12,5%? C'est peut-être arbitrage, j'ai aucune idée. Mais ça dit qu'à 12,5%, c'est un bon cas. Mais pour celui de la place Bonaventure, on arrive à 69,58%. Donc, c'est quand même assez valide. Ça, c'est en lien avec le nombre de témoins, puis aussi, c'était qui ces témoins-là? Étant donné qu'il y avait des policiers, puis il y avait toutes sortes, il y avait des enquêteurs de la GRC, de la Sûreté du Québec, puis tout ça, ça vient augmenter un peu le pourcentage. Donc, personnellement, j'ai essayé de comprendre pourquoi on se donnerait tant de mal à essayer d'expliquer ça. On va dire que c'est parce que c'est plus sécurisant. Parce que de dire que des entités qui viennent ici, puis qui viennent en pleine ville enlevée du monde comme ça, en toute impunité, je veux dire, ça peut être un petit peu insécurisant pour certains. Donc, c'est un peu normal comme réflexe de vouloir dire, ben non, finalement, c'est que des réflexions. Puis tous ceux qui pensent avoir vu des choses, c'est des zinzins. On dit ça en français en masse, oui. Donc, parce que c'est un des plus gros cas, personnellement, de l'ufologie québécoise, parce qu'il y a beaucoup de témoins, puis en même temps, il y a beaucoup de...
beaucoup d'éléments qui nous démontrent que c'était vraiment un ovni dans le vrai sens du terme. Un objet volé non identifié, c'est sûr qu'on ne sait pas c'est quoi. Puis même, à ce qui paraît, quand les F-18 sont passés, il y avait des FLIR. Les FLIR, c'est un dispositif pour prendre des photos. Donc, il était capable de prendre des photos de l'objet en masse, puis « Oh non, nous autres, on garde ça pour nous, on ne va pas vous donner ça jamais de la vie. » Donc, même avec Philippe, qui était là comme un chien enragé, ils n'ont jamais voulu. Ouais, après ça, il me parlait des discussions qu'il avait eues avec eux. J'ai dit « Arrête, tu vas te faire embarquer. » Mais c'était vraiment... Donc, petite conclusion rapide. Est-ce que... Parce que dernièrement, il y a eu tout un buzz avec les Américains que, bon, nous, on va vous dire toute la vérité, pas de problème, on n'a rien à cacher. Mais certain. Puis ça, le petit cartoon à droite, il dit, rappelez-vous du vaisseau que vous avez récupéré il y a longtemps? Il dit, lui, il pense qu'il a oublié son portefeuille dedans. Donc, c'est ça. Depuis qu'ils ont réglé le cas, l'armée de l'air en 69, il dit, nous, on ne s'intéresse pas à ça aux ovnis. Après ça, il disait ça. On n'enquête pas là-dessus. Mais quand j'ai fait de la recherche documentaire, je vais vous dire qu'il s'intéressait à ça beaucoup. Donc, quelques petits extraits que j'ai pris, choisis. Oui, c'est en anglais. Je peux donc vous traduire un petit bout. Il dit, Laro n'a trouvé aucune preuve empirique de déclaration comme quoi le gouvernement américain et les compagnies privées ont fait de la rétro-ingénierie de technologie extraterrestre. Laro détermine, basé sur les informations reçues à date, que ces déclarations impliquant des personnes spécifiques de locations connues et des tests technologiques et les documents prétendument impliqués dans ou reliés à la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres sont inaccurate, c'est imprécis. Donc, eux, ce qu'ils veulent pas, c'est justement lier les ovnis avec des technologies avancées. Ils veulent pas ça. Quand il y a eu le Blue Book, puis là, des gens disaient peut-être que c'est des prototypes avancés. Ils disaient non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais il dit, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas dangereux pour la sécurité nationale, mais c'est pas des technologies, à nous, ça nous appartient pas. Mais ouais, mais c'est à qui? Il dit là, parce que les conclusions finales de ce rapport-là, ça dit, c'est pas extraterrestre. OK, oui, mais c'est quoi? Si c'est pas extraterrestre. Il dit oui. Puis là, il cite un petit peu, il dit, dans les années 50, il dit, il y a un rapport non officiel du gouvernement canadien qui disait que c'était extraterrestre. Mais, finalement, là, on veut jouer ça j'ai juste le terme anglais downplayer. On veut rabaisser l'information comme quoi c'est pas important ça. Parce que c'était juste un gars qui a dit ça, c'était le directeur du projet Magnet. Puis c'est pas le gouvernement canadien qui avait dit ça. Donc on trouve tout le temps des façons de mettre ça un peu plus soft. Puis encore une fois, Laro ne trouvait aucune preuve qu'aucune enquête du gouvernement américain ou les recherches faites académiques ou les comités de révision ont confirmé que les observations d'OVNI
étaient des technologies extraterrestres. Ouais, mais c'est quoi? Donc, ce qu'on veut dire, c'est que les gens écoutent trop de films. C'est ça qu'on dit un peu, finalement. Il dit, c'est dans la culture populaire, puis là, comme quoi que le gouvernement américain, finalement, ils savent ce qui se passe, puis... donc, les gens, c'est ça, sont influencés par les films. Vous écoutez trop de films, c'est ça qu'ils disent. Donc, il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais eux, on peut les croire, c'est ça qu'ils disent. Croyez-nous quand on vous parle. Mais les ufologues, écoutez-les pas. Plus que 5 minutes, Marc. OK, merci. Tout ça, bon... Excuse. Je cherche ma conclusion. Donc ça, c'était ma conclusion. J'espère que vous l'avez pris en photo, parce que je ne la lirai pas. Finalement, ça dit que oui, c'est sécurisant, mais en même temps, ceux qui sont là, qui n'arrêtent pas de... ou qui détiennent l'information puis qui ne veulent pas la partager, ça fait d'eux des complices, c'est un peu ça. Ma propre conclusion, t'es complice là-dedans. Ouais, genre, oui. Oui, les dernières... remets-le peut-être pour qu'on puisse lire au moins les 3 dernières lignes. Voilà, dans un contexte où l'autorité en place est au courant de la situation et que cette autorité néglige d'informer la population adéquatement à ce propos, ceci est une indication que cette autorité est elle-même complice de cette intervention. Pas gentil. Merci Marc. Merci à vous. Merci d'avoir amené à la surface ce cas d'importance, mine de rien, et que la plupart d'entre nous ne connaissaient pas. Il y a des questions, j'imagine. On va pas niaiser, hein? Voilà. Ok. Pas mal de personnes auraient été embarquées. La suite. Oui, mais la suite, c'est ça, c'est d'attendre les témoignages de ces personnes-là, comme il y avait M. M, j'avais rencontré, mais lui, pour en savoir plus, t'as pas vraiment le choix de faire de l'hypnose, mais là, ces gens-là sont bloqués totalement. Puis c'est pas conseillé, à mon avis, à moi. Mais la suite, tu veux savoir pourquoi? Comme Sylvain disait, d'autres questions. Ces personnes-là, est-ce qu'on les a revus? Ben oui, ils sont tous revenus. Donc ils sont embarqués, débarqués. Oui. Est-ce que l'ERT MUFON, est-ce que certains d'entre eux sont en contact avec ERT MUFON? Tu parles de qui? Des témoins qui ont ces rêves récurrents, ou qui en tout cas que vous avez pu identifier, qui peuvent faire partie de ceux qui sont en expérience. Il y avait Danny, je pense que Gianni était en contact à un moment donné avec Danny. Puis Danny, c'était pas facile. Là. Micro à Gianni. Let's go, Gianni. J'ai travaillé un tout petit peu là-dessus, rencontré 2 témoins de 90, donc Dani, et puis une autre dame aussi, une anglaise, tu te souviens? Oui. Mais comme disait Marc, ces personnes qui ont été contactées avec ce phénomène, ils sont vraiment très très difficiles d'accès. Ils renferment toute l'information. Et Dany particulièrement, on a eu beaucoup de mal avec lui, jusqu'au refus complet de tout ce qu'il avait enduré. Donc IRT, là, non, parce qu'ils ne veulent pas aller jusque-là. Ces personnes-là sont vraiment bloquées. Voilà. Mais c'est une très bonne question, oui. Je pense que ça vaudrait la peine, mais il faut comprendre aussi que le MUFON, c'est les gens, quand ils partagent leur information, c'est au point de vue
volontaires, puis ils peuvent arrêter n'importe quand, tout temps, le processus d'enquête. Ils sont pas obligés à rien. Puis on voit quand les cas sont un petit peu perturbants, les gens ils vont avancer un peu, puis à un moment donné, ils vont bloquer, ils vont se refermer comme des huîtres. Ils vont dire, moi, parce que des fois, c'est déstabilisant de savoir que tu t'es retrouvé dans un vaisseau, puis il y avait des entités non humaines qui t'ont joué après. Puis là, des fois, tu veux même pas savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu préfères oublier. Puis souvent, c'est les hommes, c'est les pires. Les femmes sont plus ouvertes à partager l'information, mais les hommes, ils se bloquent beaucoup plus facilement, j'ai remarqué, dans ces histoires-là. Parce que quand je vous parlais du couple qui était mes amis, mais le gars, c'était mon grand ami, puis lui, il y a vraiment un blocage, puis je ne vais pas le pousser, c'est un de mes meilleurs amis, je ne vais pas le pousser, mais je comprends. C'est par l'entremise de sa femme que j'ai su des choses. J'ai dit, Alain, y a-tu été? Elle dit, ben oui, elle dit, il avait besoin de la génétique des parents. OK, ben oui, c'est logique. Il y a une question ici de Franck Morin. OK, Franck, lâche-moi douce. Oui. Bon. Je remercie Marc pour ce très bon exposé sur un cas emblématique du Canada. Et donc j'avais 2 remarques historiques à faire et ensuite une question. Oui. Alors la première, c'est pour la mettre dans son contexte parce qu'il faut savoir que dans le même laps de temps... La vague belge. La vague belge. Oui. Donc, qui avait commencé en novembre 89 à Eupen et qui a duré au moins jusqu'à 91-92. Et que 2 jours plus tôt, il y avait la vague du 5 novembre 1990 en France. Mais je voulais en parler, mais Maxence, il a dit, ben non, on n'a pas le temps. Oui, c'est ça. Bon, et c'est vrai que c'est bizarre de voir avec 2 jours de différence, 5000 km, des histoires similaires, c'est-à-dire un possible aéronef de très grande taille. Et à ce propos, une remarque aéronautique, c'est que la Gendarmerie royale du Canada avait fait un rapport estimant sa taille à 540 mètres de mémoire. Or, le plus grand aéronef qu'on ait construit au monde, à l'époque c'était 100 mètres, c'était un Antonov 225 ou des Airbus 380, et plus récemment on a battu ce record en faisant 110 mètres de long. Donc là on est sur un possible aéronef qui est 4 ou 5 fois plus long que le plus long avion au monde. Voilà. Et bon voilà pour les remarques. Et puis la dernière, c'est effectivement il y avait des rumeurs, il y avait quelqu'un qui avait appelé une radio pour dire qu'il était pilote et qu'il avait survolé l'OVNI, qu'il avait pris des photos. Alors je ne sais pas si on a plus d'infos, tu en as parlé un peu, je ne sais pas si on arrive à certifier ça. Oui, c'est dans les rapports. Sauf que cet individu-là, qui avait un avion privé qui aurait survolé l'OVNI, après ça, lui, il voulait plus faire de rien. Il s'est coupé. Puis même les investigateurs d'après, je parle du rapport Inds-Guénette, ils n'ont pas été capables d'accéder à ça. C'est juste au niveau du rapport de police de la Ville de Montréal que ça en parle. Puis dans le rapport de la GRC, c'est pas là, je pense, qu'ils donnent la dimension C+, le rapport Inds-Guénette, dans des commentaires. Puis aussi, le commandant Masson, il a essayé d'expliquer la dimension de l'OVNI en disant que si ça atterrissait dans un shopping mall, comme vous dites en français, dans le stationnement du centre d'achat de la place Versailles, il dit que ça prendrait tout le centre d'achat. Donc, c'est extrêmement grand. Puis, mais, donc, c'est pour ça que quand les gens disent « Ah, les ovnis, c'est juste la nuit en campagne », non, pas vraiment. Là, t'es en ville, là. Une dernière question, sinon il y a Jean-Louis aussi. Ok. Jean-Louis d'abord ou la dame d'abord? Peu importe. Je n'en doutais pas. C'est la première fois que j'entends parler d'enlèvement de masse. Et j'aurais voulu savoir si dans le monde, que ce soit en Europe ou partout, vous aviez eu vent qu'il y en ait eu d'autres. Ben, vent, pas directement comme ça. Ils vont pas dire, OK, mais je crois qu'aux États-Unis, où c'est arrivé, je crois que c'est les lumières de Phoenix. Je pense que ça, c'en était un. Parce que quand tu regardes les caractéristiques, il y a beaucoup de témoins. Donc, puis de toute façon, c'est ça, les ovnis. Il faut se demander, mais oui, c'est bien beau des ovnis, mais qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont pas là juste pour se balader, venir regarder le paysage. Ils ont tout l'espace pour faire ça, s'ils veulent. Donc, ce qu'on comprend dans l'ufologie, c'est un des intérêts des ovnis. Je ne parle pas de l'objet comme tel, mais des individus, des entités qui sont à bord de ça. C'est nous. Leur intérêt, c'est nous. Ils sont intéressés par nous. Ça, c'est une des choses que tu finis par réaliser. Oui, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ça, j'aurais besoin d'un autre 2 heures pour ça. Non. Oui, j'ai des réponses. C'est pour ça que j'écris des livres. Que tu n'as pas amené. Ça, c'est mon prochain. Bénévitz. Oui. Parce que lorsqu'on enquête là-dessus, à un moment donné, on a trop d'informations, mais il faut la partager. C'est pour ça qu'on écrit des livres, pour partager l'information. C'est pas pour faire de l'argent, parce que vous ne faites pas d'argent avec ça. Je veux dire, quand tu regardes le temps que tu mets là-dedans à faire de la recherche, à rencontrer les témoins, etc., il faut vraiment te passionner pour faire ça. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est beaucoup de gens passionnés, les enquêteurs et tout ça, les bénévoles. C'est vraiment intéressant de voir ça à l'œuvre. Merci Marc. Jean-Louis, tu veux... Oui, j'ai une question, Marc. Ok, Dans ton livre Projet Magnette, ouais. voilà, tu parles de l'implication de l'armée canadienne et l'implication, on va dire, l'implication de l'armée américaine aussi dans les enquêtes. Tu parles que il y a eu des relations, les Américains sont venus, le FBI est venu faire des enquêtes au Canada, d'accord? Est-ce que c'est arrivé sur l'affaire de Bonaventure que de le FBI ou des enquêteurs américains viennent aussi faire des enquêtes dans ce domaine? Mais eux, normalement, ils ne sont pas supposés. Je veux dire, déjà, on a nos structures d'enquête propres à nous au Canada. On n'a pas besoin que les Américains viennent se foutre dans nos pattes. Excusez. Puis, je veux dire, des fois, tu ne vas pas enquêter sur des choses que tu sais déjà. Puis ce que je pense, c'est qu'ils sont très au courant de ce qui s'est passé là. Je parle des plus autres instances militaires sont pas au courant. Ils savent, ils n'ont pas besoin d'enquêter là-dessus, ils savent. Ils savent très bien c'est qui, puis c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Eux, il y aurait plusieurs réponses à ces questions-là. Donc, c'était quoi la question? J'ai-tu répondu? Oui, plus ou moins, parce que je sais que pour le 5 novembre 90, et par exemple tout ce qui s'est passé en Belgique, il y a eu une grosse implication des services secrets américains du FBI et de l'armée américaine qui est venue faire une enquête sur les terrains français et européens. Mais pourquoi vous ne les avez pas foutus dehors? Bah, De Gaulle, il l'a fait pour nous. Donc c'est bien. Ok, c'est bien. Et pour répondre à la dame aussi sur les enlèvements de masse, moi actuellement ça fait 26 ans que je fais une enquête sur un enlèvement multiple. Et on a eu un cas où le même soir, il y a 9 personnes qui ont été enlevées en même temps. Ouais. Donc voilà. Je te laisse la parole, Marc, pour finir. Ok. Mais pour en revenir à ta question, probablement, ils ne sont pas venus enquêter, ils sont venus faire fermer la boîte aux gens. C'est peut-être un peu ça. C'était peut-être plus un travail de Men in Black ici. Vous n'avez rien vu. Vous n'allez pas parler. C'est plus comme ça, je le comprends. Parce que je pense que la vague belge, là, ça a beaucoup à voir avec cette histoire-là, effectivement. Puis des événements comme ça, comme Johnny elle a organisé, puis Jean-Louis, c'est justement pour créer un espace où les gens peuvent se sentir à l'aise de partager de l'information qu'ils ont. Parce que nous, on veut vraiment savoir. Tu sais, on est curieux aussi. Puis après ça, on partage l'information. C'est un peu ça qui est notre boulot. Puis ça, c'est le prochain livre qui s'en vient.
Puis si vous pensez que l'avenir de la place Bonaventure, c'est controversé, tachez vos trucs, il y a de la broche. Alors Marc, j'ai une dernière question ici, là c'est Sylvain qui va te la poser. J'espère qu'il sera plus court que quand il parle. Alors tout d'abord, merci pour cette remarquable présentation. Tu me fais rebondir grâce à Jean-Louis, le projet Magnette, dont j'ai vraiment apprécié la lecture et je te conseille de ce livre. Paul Éliard, il a été mis au parfum par rapport à ce dossier de la place de Bonaventure. C'était le cas. Est-ce que tu as eu des retours? Qu'est-ce qu'il en a dit? Est-ce que toi, tu as eu des retours à ce niveau-là? Non. Non, pas vraiment, parce que c'est ça. Disons que les autorités mettaient beaucoup d'emphase sur il n'y a rien à voir circuler, comme quoi c'était des réflexions dont c'était une grosse méprise. C'est ça qu'on essayait de mettre dans la tête des gens, donc les gens n'abordaient pas. Puis même moi, j'avais des gens proches qui disaient « Perds pas ton temps avec ça. » Finalement, c'est probablement juste une réflexion. J'étais quand même curieux. Puis en avançant dans cette histoire-là, c'est là que j'ai réalisé, wow, ok, c'était pas des réflexions finalement. C'était beaucoup plus que ça. Là, je te dirais, c'est l'espèce de petit cliché, la pointe de l'iceberg. Mais c'est plus que ça, c'est comme le flocon de neige sur l'iceberg. Du coup, j'ai une autre question par rapport au dossier de la place de Bonaventure. Quel est ton fil rouge aujourd'hui? Oui. Le NORAD, ils se sont immiscés dans l'histoire des investigations? Tu as des retours? Non, le NORAD, ils sont pas, premièrement, eux, ils sont pas sujets à la loi d'accès à l'information. Tu peux pas rien obtenir d'eux. Tu peux t'essayer, mais ils vont rire de toi un peu. Il faut hacker leur serveur. Il faudrait demander à Gary McKinnon pour ça. C'est ça, ouais. Aux Britanniques. Ouais. Non, ça t'oublie. Merci beaucoup.